Le cercle RH à l'occasion du Salon de l'Agriculture, c'est un moment important parce que, évidemment, les petits Parisiens, et pas seulement d'ailleurs, voient le monde agricole, les animaux, les vaches. C'est une sortie. Puis c'est l'occasion aussi de rencontrer des agriculteurs, des agricultrices pour échanger parfois lorsqu'il n'y a pas trop de monde sur leur métier. Et justement, aujourd'hui, on a choisi dans Smart Job d'essayer de parler d'eux et d'elles. C'est quoi ce métier d'agriculteur? Ça consiste à quoi? Est-ce que ce sont des entrepreneurs? Est-ce que ce sont des paysans? Est-ce que ce sont les deux à la fois? On en parle avec mes invités, ils sont sur le plateau. Véronique Le Floch, je suis ravi de vous accueillir parce que vous êtes la présidente de la coordination rurale. Alors c'est un syndicat, il est placé comme syndicat? Alors bonjour. La coordination rurale, c'est le deuxième syndicat agricole en France qui fait plus de 20% aux élections en chambre d'agriculture et qui définit notre représentativité pour 6 années. C'est important de le préciser. Au milieu, FNSEA et Confédération paysanne. Et puis il y a la coordination rurale. Tout à fait. Beaucoup de nos rangs sont issus de la FDSEA, la FNSEA, avec justement ce regret d'avoir un penchant qui va trop pour l'export et pour... l'industrie. Tout est fait pour l'industrie. Agricultrice, et vous faites du bio, hein, du lait bio. Je suis en production laitière et viande bovine. Viande bovine, donc c'est votre mari ce matin qui a fait la traite. Alors tout le monde travaille, bien évidemment que le travail doit être fait et c'est bien plus compliqué quand on est en élevage et quand on est éloigné. Vous êtes du Finistère, hein? Finistère, donc vous nous rendez visite parce qu'évidemment il y a le salon de l'agriculture et vous allez être un peu occupé ici à Paris. Simon Bestel, merci d'être avec nous. Vous êtes déjà venu sur notre plateau, vous êtes le cofondateur de Fèves Ferme en Vie. Et alors c'est intéressant parce que vous les rencontrez sous l'angle financier. C'est quand on transmet une exploitation, toute l'ingénierie pour permettre de maintenir des fermes en vie, en exploitation agricole. Et il y a évidemment une ingénierie qui est assez longue et vous allez nous en parler dans quelques instants. Et puis Louise Lépard est avec nous, elle est fondatrice d'un podcast La Clé des Champs et on la salue et je la resalue évidemment avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour Louise. J'ai envie de commencer par vous Louise. Vous les rencontrez, ils sont devant votre micro. Est-ce qu'on peut objectivement en peu de temps faire le portrait robot de l'agriculteur de 2023, de celui qui se trouve au salon de l'agriculture, ou est-ce que c'est aussi complexe que de faire le portrait robot d'un journaliste? Autant il y a de journalistes qu'il y a de métiers. Ça ressemble un peu à nos métiers. Un mot générique qui ne veut pas dire grand-chose finalement. Oui, complètement. Je crois que avec le podcast La Clé des Champs, maintenant j'ai rencontré plus de 100 agriculteurs. Ça fait 3 ans que je sors un épisode tous les 15 jours. Et effectivement, il y a une diversité des profils d'agriculteurs et je crois qu'il y a autant de profils d'agriculteurs et d'exploitation qu'il y a d'agriculteurs, comme les journalistes, vous l'avez dit. Et par contre, je trouve qu'il y a un point commun à tous les agriculteurs que je rencontre, c'est l'aspect entrepreneuriat du métier qui s'est énormément développé. Et je pense que les agriculteurs sont de vrais entrepreneurs aujourd'hui, tels que j'ai été directrice marketing dans des startups parisiennes. Et je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre les entrepreneurs de startups et les agriculteurs. Alors évidemment, dans les préoccupations, dans le quotidien, ça n'a rien à voir. Mais au-delà de cet aspect-là, je crois qu'effectivement, il existe énormément de profils divers et variés. On parle des entrepreneurs ici sur cette chaîne et dans cette émission Entrepreneurs audacieux. Vous les rencontrez, et je vous donne la parole évidemment, parce que vous êtes, les pieds bien dans la terre, dans votre exploitation, mais vous les croisez sous l'angle financier, de transfert, de travailler avec les banques. Ils ont réellement l'âme des entrepreneurs, là, les agriculteurs? En tout cas, il faut qu'ils l'aient. Oui, il faut qu'ils l'aient. Il faut qu'ils l'aient. Et s'ils ne l'ont pas, vous les aidez. Exactement. C'est tout l'enjeu est ici, en fait. C'est vraiment les accompagner dans ce projet d'entreprise. Mais est-ce que vous êtes, vous, Véronique, si on devait vous situer, vous êtes plutôt paysanne, au sens de la paysannerie, de ce mot qui nous raconte l'histoire de France, ou est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez chef d'entreprise, gérer la com, gérer votre lait, gérer les finances, enfin, gérer les investissements, parce qu'il faut investir? Alors à la coordination rurale, justement, on parle très peu de paysans, même si c'est un mot qui nous est familier aussi. On parle de chefs d'entreprise. Et pour nous, ce qui est important à la coordination rurale, c'est justement de rester libre de ses finances, de son modèle, de ses partenaires, et de cesser d'être en fait guidé et mené, et on va dire quelque part comme des marionnettes de l'agro-industrie, qui nous disent et qui nous dictent que faire, et qui nous attribuent les finances, quand bien même la banque ne voudrait plus nous suivre. Et là, ça
ça devient grave. Et qui fixe vos prix. Hein. Et qui fixe nos prix. Donc, ça se négocie en ce moment. Hein. Tout à fait. Donc, oui. quelque part, on est sous dominance économique. Et à partir du moment où on ne travaille qu'avec un seul interlocuteur, avec une seule coopérative ou avec un seul industriel... Vous êtes prisonnier. On est prisonnier. On est comme dans une forme d'Uber. On devrait avoir un salaire. Oui, c'est une sorte de salariat déguisé, mais vous avez... D'esclavage. D'esclavage, le mot est très fort. Vous avez choisi quel modèle? Parce que vous faites du bio en lait, et c'est vrai que quand on travaille sur ce sujet, on voit que ceux qui ont basculé en lait bio dégagent plus d'argent, vivent mieux. Est-ce que c'est le cas, d'abord? Alors, je ne peux pas dire que ça soit généralisable, c'est pas vrai. Dans tous les modèles de production, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ont plus de problèmes. Ça dépend aussi du stade de l'installation. Et aujourd'hui, quiconque qui souhaiterait s'installer en bio, maintenant, avec tous les investissements à réaliser sur l'exploitation à reprendre, ne peut pas s'en sortir non plus. On est avec des prix qui sont ceux d'il y a 30 ans, avec des investissements qui, en 20 ans, ont multiplié par 4, que ce soit en bâtiment, en matériel. Et en coût énergétique, hein, autorisez-moi. Parce que là, vous prenez aussi, vous, en ferme bio, et pas d'ailleurs traditionnel, vous prenez le coût de l'énergie. Hein. Alors, tout le monde le prend, les céréaliers, les éleveurs... Tout dépend en fait du modèle de production, puisque certains sont en légumes, il faut les stocker, tous les frigos... Enfin, dans toutes les productions, on a cette contrainte. Mais est-ce qu'il y a une souffrance? Et je vais donner la parole à Louise, parce que je pense que face à un micro, dans un podcast, je pense qu'on se libère aussi, il y a un caractère un peu psychanalytique, mais vous devez quand même voir des collègues qui vous racontent qui ne gagnent pas leur vie, qui gagnent 450 € par mois, qui ne font même pas le SMIC en travaillant, je parle chez vous, 7 jours sur 7, parce que c'est bête, il faut s'en occuper 7 jours sur 7. Enfin, c'est terrible sur le plan humain, ça. C'est terrible. En fait, ce qui est terrible, c'est que tout se traduit dans les chiffres. Les comptes de la nation sortent chaque année et on peut voir que les agriculteurs vivent en surfinancement. Quand on regarde les investissements nets réalisés chaque année, ça veut dire après subvention et après cession d'autres matériels ou autres, ils empruntent plus qu'ils ne devraient emprunter. Ça veut bien dire qu'on est dans une forme de crédit revolving parce que l'industrie ne nous paye pas. Donc à un moment, ouvrons les yeux, analysons ces chiffres et soyons cohérents parce que nous sommes rentrés dans une phase de désagriculturation. Oui. On nous prive de tous les moyens de production, que ce soit les moyens techniques, l'eau, le soin de nos plantes. Ben, évidemment, la solution la plus facile, quand vous arrivez en fin de prêt, une exploitation comme la mienne peut garder l'exploitation, mais laisser ses bâtiments vides. Parce que cesser la production animale qui sera faite dedans, c'est une perte de marge brute. Certes, mais c'est une économie d'électricité, une économie de main-d'œuvre, une économie de beaucoup d'autres charges qui flambent. Et laisser vides les bâtiments, c'est mieux gagner sa vie et sauver sa santé. C'est terrible ce que vous dites. Ça veut dire vous faites le calcul de vous dire, bah, après tout, moi, je vide tout. Tout à fait. Je lève le pied et puis je ne fais plus rien. Ça veut dire que ça, c'est la problématique que vous avez. Parce que cet argument-là, vous l'entendez. Ceux qui décident de rentrer dans la carrière, il y en a. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui sont toujours investis, qui croient au métier. Et tant mieux. Ils ont bien conscience là, de ce qui les attend? Pour la plupart, oui. En tout cas, ceux qui sont prêts à l'installation, ils ont un peu conscience de ça. Et nous, de toute façon, on les accompagne dans ce sens-là aussi, pour qu'ils réalisent la difficulté. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, nous, une de nos problématiques en tant que fermes en vie, c'est effectivement les bâtiments qui sont difficilement reprenables en tant que tels par des agriculteurs, surtout s'ils ont un projet un peu plus agroécologique, où on va peut-être moins utiliser les bâtiments, mettre les bêtes plus à l'herbe. Et donc on a du bâtiment, un actif qui est là, présent, qu'évidemment l'agriculteur cédant veut valoriser, mais qui n'a pas forcément d'utilité en tant que tel. Et donc c'est une des vraies problématiques de la reprise. C'est-à-dire qu'en fait, le repreneur dit, mais attendez, j'ai pas besoin de ce grand bâtiment qui servait auparavant, parce que globalement, moi, ils vont partir à l'herbe. Donc il faut baisser le prix. Exactement. La négo, elle se fait, évidemment. Et qui perd de l'argent en la matière. Et vous êtes un peu au milieu, entre les deux cymbales. Hein. C'est de faire en sorte que chacun s'en sorte gagnant-gagnant. Là. Et que chacun fasse un geste et un petit effort du côté du cédant, du côté du porteur de projet, du côté des épargnants. On est plein pied dans l'entreprise, le business, puisque depuis le début de notre échange, on parle très peu de termes, on parle beaucoup d'argent. Il vous parle à cœur ouvert, Louise, d'espèces de... Il y a eu des films, le cinéma l'a raconté à travers de très beaux films d'ailleurs, des suicides, la difficulté que l'on a à exploiter une ferme avec les huissiers, les gendarmes. Il vous raconte cette vie-là, à la fois déchirée
entre leur passion et leur souffrance? C'est ce que j'allais dire, oui, il m'en parle, mais la passion l'emporte souvent, mais sur le long terme, la passion, elle fait pas tout. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu du revenu de l'agriculteur. Je l'ai comparé à des entrepreneurs tout à l'heure, mais il y a quand même effectivement une vraie différence, et Véronique, elle l'a souligné, c'est que les agriculteurs pour la majorité, ne décident pas de leur prix de vente du produit. C'est-à-dire que moi, en tant qu'entreprise, je vais regarder mes coûts, je vais mettre ma marge et ça va donner mon prix de vente. Les agriculteurs, leurs coûts sont ce qu'ils sont et ils évoluent beaucoup, on en a parlé, et après on leur dit ça sera tant. Et ça, c'est une difficulté majeure. Et la deuxième difficulté, c'est qu'ils sont dans un contexte très mouvant, que ce soit au niveau politique, on l'a vu avec l'impact de la guerre en Ukraine, et puis climatique, parce que le changement climatique, ils le prennent déjà en pleine tête actuellement sur les exploitations. Et donc, moi, je les trouve extrêmement courageux, et c'est le fait de les côtoyer d'ailleurs pendant 2 ans. J'étais directrice marketing pendant que je faisais le podcast en parallèle, et qui m'a donné envie de me lancer à mon compte moi aussi, parce que je me dis, quand ils investissent autant pour des revenus qui sont si aléatoires, et avec des conditions aléatoires elles aussi, en temps de travail comme ça, je peux me lancer aussi et tout va bien se passer pour moi, quoi. Louise, avant de donner la parole à Véronique, parce que forcément elle se sent impactée par cette question de la passion et la souffrance, vous n'avez pas envie de vous lancer, vous aussi, de quitter la ville, le goudron, le bitume, et de vous engager un peu plus loin encore dans la vie agricole? J'essaie de créer des vocations sur le plateau. Oui, alors c'est gentil, mais ça ne sera pas moi. D'une part, non, je suis très admirative des agriculteurs, je me verrai pas, et d'ailleurs c'est un vrai enjeu pour la nouvelle génération, travailler autant pour des revenus si aléatoires. J'ai quitté Paris, je me suis rapprochée de mes Landes natales, donc ça, avoir un contexte plus vert, évidemment, mais je crois qu'il faut une vraie passion pour être agriculteur, et maintenant il faut être sacrément armé avec des profils, vous l'avez dit, qui savent gérer aussi bien leur terre comme avant, mais aussi leur communication, être veto, être mécanicien, enfin c'est des profils ultra complets, et j'ai pas la prétention d'être aussi complète que ça. Véronique, vous allez porter des messages politiques, le président de la République va évidemment, et tous les politiques vont sillonner les allées, vous allez avoir des échanges, parfois vifs, mais sur le fond humain, sur ce que vous êtes en tant qu'individu, est-ce qu'aujourd'hui vous dites, si c'était à refaire, je le referais, ou si c'était à refaire, je ferais autre chose, avoir un emploi plus stable, des revenus qui me permettent de vivre dignement, parce que vous êtes un entrepreneur audacieux, mais qui n'avait pas en bout de chaîne tous les résultats de l'audace. Parce que c'est ça, vous n'êtes pas récompensé de votre audace. Alors, je suis ancienne salariée aussi, avec 10 années de banque auprès des agriculteurs. Je ne vais pas dire... Donc, pas loin du métier de Simon, finalement. Oui, que vous connaissez bien. Donc, vous connaissez bien. Je connais. C'est ça. Je tiens à signaler quand même que pendant mes 10 années de carrière, je n'ai jamais financé de maisons d'habitation aux jeunes que j'ai suivis. Il y a un réel problème, même lorsqu'il a un SMIC, qui pourrait prétendre à un SMIC, ou voire un deuxième SMIC, on ne peut pas le suivre pour lui financer sa maison d'habitation. Ça, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de sécurité. Parce qu'il n'y a pas de marge de sécurité. Bien sûr. Et parce que, justement, elle l'a dit, c'est tellement volatile, c'est tellement sujet à tous les problèmes géopolitiques, Mais crises. Véronique, c'est intéressant parce qu'il y a cette espèce de paradoxe vu par les urbains qui est la terre, les paysans, et en même temps, vous êtes ceux qui êtes le plus connectés aux réalités du monde. Marché mondialisé, enjeux climatiques que vous prenez en pleine tête, comme dit Louise, c'est assez incroyable parce que c'est ça la réalité d'un agriculteur. C'est des marchés qui bougent, c'est des négociations qui vous échappent. Vous êtes au cœur de la géopolitique, en fait. Eh ben, c'est un choix politique. C'est l'Europe qui l'a décidé. Ce sont nos politiques qui nous ont mis entre guillemets, dans cette M que tout le monde connaît. Mais on aurait pu faire autrement. La souveraineté alimentaire qui vise justement à offrir à tous les citoyens une agriculture, une alimentation saine, durable, de qualité, et on s'amuse à aller exporter pour importer d'autres matières. Votre relais, vous savez où il va, par exemple ? Alors moi, il est très local, puisque je travaille avec un industriel de taille, on va dire, artisanale. Qui fabrique du fromage ? Qui fabrique du fromage, des yaourts, toutes sortes de produits laitiers. Donc c'est un choix et c'est un modèle. Cycle court, votre laine va pas loin. Tout à fait. Et vous êtes rémunéré à la hauteur du travail que vous faites ? Non, j'aurais aimé avoir les prix de nos collègues hollandais, par exemple, parce qu'ils ont, eux, 10 à 15 centimes de plus au litre de lait
par rapport aux Français. Il y a un réel souci. Le résultat 2022 vient de sortir. Quand vous avez des chiffres d'affaires chez eux qui ont augmenté de 20%, des marges nettes qui augmentent, mais où est la France ? Mais comment ils font, eux, et que nous n'arrivons pas à faire ? Ce débat est réel. Le monde agricole était dans la rue il y a 15 jours, les tracteurs étaient dans la rue sur des questions d'épandage d'intrants, vous les appelez des médicaments des plantes. Les laitiers ne gagnent plus, ceux qui élèvent des porcs ne gagnent pas, la viande, ils arrêtent. Mais qu'est-ce qui se passe ? Le problème est venu de l'industrialisation, non pas de l'agriculture, en partie peut-être, mais de l'industrialisation de l'agroalimentaire. Et à partir du moment où ils ont compris, et parce qu'on avait un syndicat majoritaire qui ne réclamait pas des prix, qu'ils ont encouragé l'investissement de notre argent, celui qui ne nous a pas été distribué sous forme de prix rémunérateurs, cet argent est parti dans le développement, dans l'acquisition, dans l'internationalisation de l'agroalimentaire. Ces entreprises françaises se sont délocalisées. Je ne parle pas des PME, je parle des grandes entreprises qui justement aujourd'hui, ils vont sont implantés partout. En Pologne, ils vont dans des pays... Partout. Et ils peuvent justement exporter à pas cher notre matière, ils peuvent l'importer à bien plus cher, délocaliser leurs résultats. Et là, personne ne met son nez là-dessus et... Nous en sommes persuadés, il y a matière à creuser pour justement plus d'équité et plus de retour de valeur sur notre pays. Le débat du marché européen, évidemment, des circulations de marchandises, où il y a du dumping entre pays, et le dumping se fait sur les produits agricoles aussi. Vous, dans votre réalité du quotidien, vos enjeux, c'est quoi aujourd'hui ? C'est de sauver le plus grand nombre d'exploitations en les accompagnant du mieux possible. C'est ça votre enjeu ? C'est vraiment l'enjeu majeur, en fait, c'est d'accompagner de nouvelles installations, parce que on ne l'a pas dit aujourd'hui, mais il y a un manque cruel. Il y a 200 000 fermes à reprendre dans les 10 ans. On n'a clairement pas assez de porteurs de projets, ou en tout cas de porteurs de projets solvables, malheureusement, qui puissent reprendre ces exploitations. Donc si on ne met pas en place les mécanismes qui vont faciliter ces transmissions, on va dans le mur. Enfin, les fermes vont soit s'agrandir, soit être abandonnées dans les secteurs où c'est le moins favorable. On va voir d'ailleurs cette animation sur la reprise d'exploitation laitière. Ça concerne Véronique et tous ses collègues. Un agriculteur sur deux partant à la retraite n'est pas remplacé dans la filière laitière. Est-ce que vous êtes concerné par ce problème, même si vous êtes très jeune ? Alors personnellement, j'ai 3 enfants, les 3 sont motivés, pour preuve que j'ai réussi à les convaincre. J'avais peur de votre réponse. Il ne faudrait pas que l'avenir de notre agriculture ne repose que sur des enfants d'agriculteurs, lesquels auront les moyens de poursuivre l'exploitation familiale, mais ils auront tout autant la capacité de tout stopper. Parce que justement, ils pourront boiser, ils pourront faire ce qu'ils voudront. Exact. Mais juste avant de nous quitter, quand même, on voit bien qu'il y a 2 modèles qui s'affrontent. Un modèle très agro-industriel que vous dénoncez. Est-ce qu'il y a encore de la place pour ce modèle que vous portez ? Cycle court, on vend plus cher, on vend quasiment à la porte de la ferme. Est-ce que c'est ça l'avenir du monde agricole ? C'est-à-dire le retour à ce qu'on a vécu quand on n'a qu'un peu de mémoire de ce que faisaient nos grands-parents ? Alors l'avenir du milieu agricole, du monde agricole, c'est justement faire en sorte que le jeune qui veut s'installer, il ait un avantage marginal à s'installer en termes de rémunération. C'était le cas par le passé. Il pouvait espérer se récupérer sur le moyen long terme par la vente de son exploitation. Ce n'est plus le cas. Oui, il gagnait, et ça c'est le débat, on n'a plus le temps, mais il gagnait sur la vente. Il savait qu'après il faisait sa retraite avec les terres et la propriété. Mais le problème aujourd'hui, ça pénalise les repreneurs si on veut vraiment faire la plus-value. Mais après, moi je reste positif. On a parlé rapidement des Pays-Bas, mais ils sont aussi en crise, les Pays-Bas. Ils se posent beaucoup de questions sur leur modèle. Donc voilà, je pense qu'il y a de la place pour un modèle plus vertueux. Louise, un dernier mot avant de nous quitter. Vous ne serez pas agricultrice, mais vous allez continuer à tendre votre micro. C'est quoi votre dessein ? C'est de créer une grande collection qui crée un lieu de mémoire. Il y a eu des lieux de mémoire autour des monuments historiques, et là vous créez finalement un lieu de mémoire à travers vos podcasts. Oui, il y a de ça, il y a de recueillir des témoignages et de faire des portraits d'agriculteurs, mais plus globalement, je me fixe comme mission de rendre l'agriculture accessible. Donc ça passe par le podcast, et aujourd'hui je propose aussi des formations aux entreprises pour aider les collaborateurs à mieux comprendre les réalités des agriculteurs sur le terrain, en les amenant notamment une journée en immersion à la ferme. Donc après avoir fait écouter l'agriculture, je veux la faire vivre et aller plus loin pour faire découvrir ce métier dans sa richesse et sa complexité. C'est vraiment ça la mission de La Clé des Champs.
Voilà la clé des champs et Louise Lespard, l'espèce de passerelle qui va permettre aussi aux urbains aller dans les fermes, aller à la rencontre du monde agricole. C'est des gens passionnants, ce sont des entrepreneurs, ce sont des chefs d'entreprise. Merci Véronique Le Floch pour ce premier passage télé. C'était votre première télé en tant que présidente. Oui. On est d'accord. C'était un vrai plaisir que vous ayez vécu ce moment ici dans l'émission Smart Job, présidente de la coordination rurale, et vous serez aux premières loges avec un stand au salon de l'agriculture pour recevoir tous les hommes politiques à qui je pense vous direz, comme on dit, leurs 4 vérités. Merci à Simon Bestel d'être venu nous rendre visite. Cofondateur de Fèvre, on a bien compris l'enjeu, permettre l'installation et l'accompagnement technique, juridique, financier pour permettre une installation dans les meilleures conditions. Merci on sera également au Salon de l'Agriculture. Et vous y serez, tout le monde sera au Salon de l'Agriculture. Et Louise Lespard, qui sera peut-être, elle, dans les allées avec son micro, fondatrice du podcast La Clé des Champs. Merci Louise, bon vent à vous 3, bon retour, parce que vous allez retourner un jour dans le Finistère. Vous allez faire des navettes pour aider votre mari quand même, qui est un peu seul. Il y a les enfants, c'est les vacances. Les enfants sont là, donc ils aident, parce que c'est un travail vraiment incroyable de traire, de faire cette traite. Merci à vous 3, et on termine notre émission évidemment avec Fenêtre sur l'emploi.